Aujourd'hui, retraçons ensemble l'histoire de deux femmes qui ont changé les choses grâce à leur courage et leurs décisions. Et pour commencer, je veux vous parler de la grande Harriet Tubman. Alors voici comment cette femme noire s'est enfuie de l'enfer pour y retourner 13 fois. Pour commencer, il faut savoir que Araminta, de son vrai nom, est esclave de naissance. Cela signifie que ses parents, Harriet et Ben Ross, étaient aussi des esclaves avant sa venue. Cette grande famille de 9 enfants appartenait au maître Edward Brodess. À seulement l'âge de 6 ans, elle fut louée à une exécrable femme qui la battait nuit et jour. Après plusieurs années, elle fut rendue à sa famille et à son maître, ne valant pas plus d'un sou, d'après sa maîtresse. Les années suivies et Araminta devait travailler dans les champs. Mais un jour, un homme essaye de s'enfuir. Le contremaître ordonne à Araminta de l'aider à le capturer, mais elle refuse et pire, le bloque pour qu'il ne puisse pas rattraper l'homme en fuite. Dans un élan de frustration, le contremaître prend un poids d'1 kilo qu'il lance sur le fugitif. Mais il rate sa cible et c'est Araminta qui fut touchée à la tête. Ce choc la rendra handicapée toute sa vie et c'est aussi après cet incident qu'elle s'est mise à entendre les voix de Dieu et à lui parler. Après plus de 20 ans d'esclavage, Harriet n'en peut plus. Dans un élan de désespoir, elle prie pour que son maître meure. Et par miracle, il meurt les jours qui suivent. Mais cela n'a pas du tout arrangé les affaires de la famille Ross. Mais pas du tout. Pour gagner de l'argent, la femme de Edward Brodess vend des esclaves pour le sud profond, où la violence est bien pire que dans le Maryland. Alors, Araminta prend la décision de s'enfuir. Quitte à mourir, autant essayer. Avec ses 2 frères, elle s'enfuit dans la nuit. Mais sur le chemin, la culpabilité de laisser leur famille les rattrape. Et ils rentrent à la ferme. Mais Harriet ne pouvait s'y résoudre. Alors elle décide d'y retourner, cette fois seule. Pour prévenir les autres de son départ, elle utilise des chansons pour passer des messages incognito. Une technique qu'elle utilisera d'ailleurs durant tous ses autres péripéties. Mais n'allons pas trop vite. Grâce à tout ce qu'elle avait appris de son travail d'esclave, elle prit l'Underground Railroad, qui signifie le chemin de fer clandestin. En réalité, il n'y a pas de chemin de fer, ce sont des routes discrètes sur lesquelles les esclaves en fuite peuvent se cacher et trouver des alliés pour monter jusqu'au nord des États-Unis, voire le Canada. Et par je ne sais quel miracle, Harriet y arrive. La voilà libre. Elle emménage à Philadelphie, refuge pour la plupart des esclaves noirs en fuite. C'est à ce moment-là qu'elle change de nom pour celui de sa mère, Harriet. Mais elle se fait une promesse, il faut qu'elle sauve sa famille. Et c'est seulement 1 an après qu'une partie de sa famille est prête à être vendue pour le sud profond. Elle fait alors tout le chemin jusqu'au Maryland et leur fait traverser le chemin de fer clandestin avec elle. Elle devient alors très vite une référence pour les esclaves en quête de liberté. Elle est même nommée la Moïse Noire, la femme qui guide le peuple. Pendant plusieurs années, elle va faire des allers-retours pour sauver sa famille, des amis ou parfois juste des personnes qui en ont le besoin. Les déplacements se font toujours l'hiver où les nuits sont les plus longues. Le but, c'est d'être le plus discret possible. Mais ne vous y prenez pas. Harriet n'est pas qu'une gentille petite femme au cœur pur. Si pendant le voyage, quelqu'un souhaitait abandonner, elle n'hésitait pas à le menacer avec un revolver pour qu'il avance. C'était hors de question d'abandonner. Le groupe entier aurait été en danger. Après 13 allers-retours, elle a réussi à sauver environ 70 esclaves. L'une de ses plus grandes fiertés, c'est qu'avec tous ces voyages, aussi dangereux qu'ils soient, elle ne s'est jamais fait prendre par les chasseurs d'esclaves. Et n'a jamais perdu un de ses voyageurs, alors que des avis de recherche à son sujet tournaient dans tout le sud du pays afin de retrouver cette fameuse Moïse Noire. En gros, quand tu étais avec Harriet, ok tu marches, ok t'avais pas le droit d'abandonner, mais tu étais sûr de repartir vivant et libre. Une chose importante à savoir, Harriet a réalisé tous ses sauvetages de 1850 jusqu'à la guerre de sécession en 1861. Cette période, elle était hyper compliquée pour les esclaves dits libres, parce que les lois s'étaient renforcées. Avant, les États du Nord qui étaient contre l'esclavagisme pouvaient protéger les esclaves en fuite. Après 1850, cela leur était interdit. Tout esclave repéré dans un État du Nord avait l'obligation d'être rendu à son maître sous peine que l'État soit suivi en justice. Pendant la guerre de sécession, où l'abolition de l'esclavage était au centre du débat, Harriet n'a pas profité de vacances en famille. Non,
c'est trop pour Harriet. Elle devient cuisinière, infirmière, mais aussi espionne, éclaireuse pour l'armée de l'Union. Grâce à ses connaissances du terrain, elle participe même à l'organisation d'un raid qui permet de libérer plus de 750 esclaves. Malheureusement, après la guerre, Harriet vit un passage difficile. Elle est née plus personne, l'État ne lui fournit même pas sa pension de guerre. Elle qui a donné sa vie aux autres se retrouve sans argent et sans reconnaissance. Mais grâce à l'historienne Sarah Hopkins Bradford, elles écrivent ensemble les mémoires d'Harriet, afin de faire connaître son histoire, manifester pour qu'elle puisse enfin avoir sa pension qu'elle mérite, mais aussi de se dégager un revenu. Et pourtant, il va encore falloir attendre 1899 pour qu'elle puisse enfin toucher cette pension. En parallèle de tous ces problèmes d'argent, cette femme extraordinaire traverse le pays pour faire connaître son histoire, mais surtout pour lutter pour le droit de vote des femmes. En 1896, la Fédération nationale des femmes afro-américaines est fondée et elle en devient même l'image principale. Harriet Tubman a marqué l'histoire des États-Unis et je pense que dans notre monde où l'individualité est devenue le maître mot, son parcours est très inspirant. Toute sa vie s'est résumée à aider les autres, à se mettre en danger pour les gens qu'elle aimait. Elle a fait confiance à sa foi et à ses émotions pour la guider à travers les expéditions. Elle aurait pu tout abandonner et vivre sa vie libre après 20 ans d'esclavage. Mais non, elle a choisi de participer pour que les choses changent enfin. Certains historiens affirment même que sans Harriet Tubman et ses connaissances sur le chemin de fer clandestin, la guerre ne se serait peut-être jamais finie aussitôt. Elle est une figure très importante pour l'histoire des Afro-Américains, mais elle l'est encore plus pour toutes ces femmes noires qui doivent se battre encore plus dur que les hommes. Je vous invite maintenant à quitter Harriet Tubman pour faire un bond dans le temps. Nous voilà encore aux États-Unis, mais cette fois-ci au début des années 1900 avec Amelia Earhart. Cette femme tristement connue beaucoup plus pour sa disparition mystérieuse que pour ses incroyables prouesses faites durant son vivant. Alors, je pense qu'il est temps d'y remédier. Pour comprendre qui était Amelia Earhart, laissez-moi vous raconter une anecdote souvent citée à son sujet. Un jour, lors d'un meeting aérien, une femme se crache. Suite à ça, des hommes dans le public se moquent des femmes pilotes. La preuve que les femmes ne devraient pas piloter. Suite à ces remarques sexistes, Amelia, excédée, monte dans le premier avion pour leur clouer le bec. Elle enchaîne des loopings et des figures toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Une meuf bien badass. Même si cette histoire reste pour les historiens qu'une anecdote romancée, je trouve qu'elle résume très bien la mentalité d'Amelia Earhart et de sa détermination à prouver que les femmes valent autant que les hommes. Mais ça montre aussi toutes les remarques sexistes qu'elle a dû combattre toute sa vie. Bon, reprenons un peu depuis le début. Amelia était une petite fille très aventurière, casse-cou. Elle aimait se surpasser et n'avait jamais peur du danger. En 1920, alors âgée de 23 ans, elle fait son tout premier baptême de l'air. Et là, c'est une révélation. Elle doit piloter, c'est son destin. C'est seulement un an après qu'elle obtient sa licence nationale de vol, puis 2 ans encore plus tard qu'elle obtient sa licence internationale, ce qui va lui ouvrir beaucoup plus de perspectives. À 25 ans, elle arrive à se payer son tout premier avion qu'elle baptisera le Canary dû à sa couleur. Ok, pas hyper original, mais j'adore. Très vite, elle bat tous les records, grâce à son ambition et son envie de s'amuser, car oui, pour Amelia, tout est un jeu. Je vous liste ici tous les records battus en tant que première femme durant toute sa vie. C'était la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion, en groupe, mais aussi en solo. Elle a volé seule et sans escale d'une côte à l'autre des États-Unis. En prenant le record de vitesse au passage, bah oui, tant qu'à faire, autant globaliser. Elle n'a pas le temps, notre Amelia, je vous le dis. C'est aussi la première à avoir piloté un autogire, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'hélicoptère, et traversé les États-Unis avec, bien évidemment. Et enfin, elle a aussi atteint, avant toutes les autres femmes, plus de 14 000 pieds d'altitude. Et pour tous les gros rageux qui sont là derrière leur écran, en mode « Ouais, mais du coup, face aux hommes, elle a rien fait, gna 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 », eh bien si, parce que là, je vais vous donner la liste des records battus
tous sexes confondus. C'est la première personne à avoir traversé 2 fois l'Atlantique en avion. Elle a réalisé aussi le tout premier vol solo entre Hawaï et la Californie, et la même année celui de Mexico à Newark sans escale. Et enfin, elle a aussi fait le tout premier vol entre la mer Rouge et l'Inde. Voilà! Je vous avais bien dit que c'était une femme extraordinaire qui a un CV de fou. Et pour autant, au départ, c'était pas gagné. Parce que même si elle pouvait impressionner les connaisseurs en aviation, son tout premier succès n'était pas vraiment mérité. En 1928, elle a traversé l'Atlantique avec 2 autres pilotes. Mais même si sur le papier ça a l'air incroyable, pour Amelia Earhart, ce ne l'était pas du tout. Étant une femme, elle a été rabaissée au rôle de passagère. Et comme si ça ne suffisait pas, à l'atterrissage, la première question qu'on a posée à Amelia, c'était « Comment vous sentez-vous ?» suivi de « Que portiez-vous pendant le vol ?» Sérieux les mecs? Je crois que, en fait, j'ai même pas besoin d'argumenter, tellement c'est aberrant. Donc bon, même si ce vol lui a permis d'être connu et de financer d'autres projets plus tard, on a bien compris que ce n'était pas celui dont Amelia était le plus fière. Et après s'être définie dans la presse utile comme un vulgaire sac de pommes de terre pendant ce vol, elle décide 4 ans plus tard de réaliser la même chose, mais seule cette fois-ci. Alors le 21 mai à 34 ans, elle s'envole du Canada pour finir sa course en Irlande. Le tout en seulement 14h56, ce qui fait d'elle la 2e personne à réaliser ce vol en solo. Ah oui, avec Amelia, il y a toujours des records cachés. Mais le plus fou avec cette histoire, c'est qu'au départ, elle devait arriver à Paris. Mais dû à des complications matérielles durant le vol, elle a atterri dans un champ sans même savoir où elle était. Imagine le pauvre gars qui l'a retrouvée devait pas en revenir. Un avion dans mon champ et une femme qui pilote en plus? Bah voilà, du coup, tout s'explique. En plus de tous ces exploits aériens, en 1929, Amelia fonde une association pour les femmes pilotes appelée The 99. Le but étant de soutenir les femmes pilotes, de partager des conseils, de s'aider à trouver du travail pour inspirer les futures générations. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, l'association continue à exister et s'est même développée dans plusieurs pays. Elle propose des bourses pour apprendre à piloter, à accompagner les femmes dans l'aviation, mais aussi à conserver l'histoire des aviatrices avec leur musée à Oklahoma City. Bon, comme je vous le disais au départ, Amelia est souvent plus connue pour sa disparition que pour sa vie. Alors, je pense qu'il est l'heure de parler de son dernier voyage. Le dernier projet ambitieux d'Amelia était un tour du monde en avion. Pour ce faire, elle invite le navigateur Fred Newman à se rejoindre au projet. La présence d'un homme dans l'avion était obligatoire pour réaliser le tour du monde. Tous les pays escales n'auraient jamais accepté une femme seule dans un avion. Bref, durant le voyage et à chaque escale, Amelia et Fred prenaient le temps de visiter et de découvrir ces nouvelles cultures face à eux. Et après plus de 36 000 km parcourus, plus que 11 000 les séparaient de leurs objectifs. Ils étaient partis le 20 mai 1937 de la Californie. Et après avoir traversé les États-Unis, une partie de l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, ils s'étaient arrêtés en Nouvelle-Guinée. Cela faisait déjà 40 jours de vol et plus de 20 escales. Il ne leur restait plus que 3 escales avant le point final. Mais l'état carburant de l'île d'Åland Island leur aura été fatal. Malgré des moyens mis en place pour les aider à atterrir sur cette île de seulement 2 km de long, ils n'arriveront jamais à destination. Et encore aujourd'hui, on ignore où ils ont pu échouer. Amelia Earhart était une femme incroyable, par sa détermination bien sûr, mais aussi pour son sourire qui accompagnait chacun de ses voyages. Pour elle, la vie était un jeu qui méritait d'être vécu à fond, et où son sexe ne la définirait jamais. Alors merci à toi Amelia de faire partie de ces femmes qui font rêver toutes les petites filles et les femmes comme moi. Je te laisse me dire en commentaire si tu connaissais leurs histoires et si tu as d'autres noms en tête dont tu aimerais que je te parle. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner si tu as aimé. Merci à tous ceux qui me donneront de la force. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Axianora. Bisous!